Carnet d'économiste, épisode 5, Serge Garcia, l'évaluation économique de l'environnement. Donc, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Carnet d'économiste, le podcast audio de The Signal, anciennement Passeur d'écho. Donc, The Signal est un site de vulgarisation scientifique dédié à l'économie. Vous pouvez y accéder sur thesignal.info. Donc maintenant le podcast en lui-même, Carnet d'économiste, donne l'occasion à un chercheur en économie de venir parler de lui et de ses travaux. Donc aujourd'hui je suis à Nancy en Lorraine avec Serge Garcia. Bonjour Serge. Bonjour. Donc Serge est directeur de recherche à l'INRA, donc l'Institut national de recherche agronomique, au sein du LEF, le laboratoire d'économie forestière, donc qui est situé à Nancy. Serge nous parlera de l'évaluation économique des services écologiques, c'est-à-dire des méthodes que les économistes utilisent pour mesurer la valeur des services rendus par l'environnement aux humains. Chaque épisode est découpé en 3 parties. Donc en premier, on parle du chercheur. Ensuite, on situe ses travaux dans la galaxie des différents travaux en sciences économiques. Et puis ensuite, on s'intéresse à un travail en particulier. Donc je vous rappelle que les épisodes sont chapitrés, donc c'est-à-dire qu'ils sont découpés, vous permettant de retrouver simplement un segment précis de l'épisode. Les chapitres sont accessibles depuis le lecteur sur le site de The Signal et, je l'espère, seront bientôt disponibles dans d'autres lecteurs audio. Voilà, donc on va pouvoir y aller, si tu es prêt pour... Je suis prêt. Allons-y. Donc la première partie consiste à un petit peu présenter le chercheur et son parcours. Pour commencer, je pose toujours la même question à mes invités. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots Oui, bien sûr. D'ailleurs, c'est marrant comme question parce que c'est une question que je me pose souvent quand je rencontre des gens. Comment je vais dire ? Ils vont me demander forcément qu'est-ce que je fais dans la vie et comment je vais leur expliquer ça. Donc je réponds souvent sous forme de boutade. Je suis économiste, mais tout de suite je rajoute attention, je suis un gentil économiste. Je suis un économiste pour l'environnement, pour préserver l'environnement. D'accord. Alors pourquoi c'est difficile de se présenter en tant qu'économiste ? C'est parce que je pense, alors je ne veux pas être trop négatif, mais je pense qu'en France on a quand même un petit déficit de culture économique. Et d'ailleurs je ne suis pas le seul à le dire, il y a eu plein d'études là-dessus. Et effectivement, dès que tu dis que tu es économiste, on te case on te met dans une case justement où on te dit tu travailles pour la finance, la méchante finance, etc. Alors effectivement il y a des problèmes, il y a toujours des abus partout sur les marchés financiers. On a vu que ça pouvait avoir des effets très pervers. Voilà, la finance et les marchés c'est quand même quelque chose d'important et ça permet à l'État par exemple d'avoir des dépenses publiques importantes et de financer un modèle social comme en France qui est important. Et alors, donc je reviens sur cette question là. Comment je me pose la question. Le problème c'est que les gens aussi pensent que l'économie c'est facile. Alors on y reviendra sûrement plus tard. La science, l'économie, moi je pense que l'économie c'est une science et donc c'est pas si facile que ça du coup les gens qui te voient comme un économiste sont beaucoup plus critiques facilement, etc. On reviendra sur ça plus tard sûrement. Je suis directeur de recherche à l'INRA. Alors c'est important parce que je pense qu'on a un travail de chercheur un peu différent des enseignants-chercheurs à l'université ou même au CNRS, puisque l'INRA c'est un institut de recherche finalisée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on doit répondre à des questions de société assez précises sur des thématiques, tu l'as dit tout à l'heure, recherche agronomique, donc des thématiques assez ciblées. Donc nous en économie on travaille sur l'agriculture, l'environnement, les questions d'espace, etc. Voilà, pour ça il me semble que c'est un métier un peu différent. Déjà on est chercheur et pas enseignant, donc on est censé être 100% sur la recherche, mais on ne fait pas que ça, on fait de l'expertise. L'expertise, ça devient de plus en plus important puisque c'est le mode de financement qui devient majoritaire. Voilà, pour cette raison, il me semble que c'est un peu différent des autres chercheurs.
Et je suis aussi directeur d'unité, ça c'est important aussi parce que ça prend du temps. Tu me l'avais mentionné dans le mail de préparation. Voilà, oui, ça prend du temps parce que c'est le LEF, le laboratoire d'économie forestière, c'est une unité mixte de recherche avec 2 tutelles, AgroParisTech et INRA. Moi je suis chercheur INRA, on l'a dit. Et c'est une tâche qui est importante. Pourquoi ? Parce qu'on est, on est très sollicité, de plus en plus sollicité sur des questions de société justement. Donc nous on travaille sur la forêt, donc c'est évidemment au cœur de tous les enjeux actuels, changement climatique. Tu as parlé tout à l'heure des services, alors je dirais services écosystémiques, services environnementaux. Donc on est beaucoup sollicité, donc ça nous prend beaucoup de temps. On est sollicité à la fois par des organismes extérieurs ou liés, comme les ministères, etc., pour répondre à des questions assez précises, pour des questions de politique publique. Mais on est sollicité de plus en plus par nos départements d'économie parce qu'il y a toujours il faut être au niveau de ce qui se passe à l'international et des instituts qui sont un peu concurrents. Donc il faut toujours monter des structures nouvelles. Alors en disant ça, je ne suis pas en train de dire que c'est négatif. Ça permet de faire plein de nouvelles recherches, de travailler dans la multidisciplinarité, des choses comme ça. Mais c'est de plus en plus lourd. D'accord. Et donc, souvent, quand on m'interroge, je dis que je passe plus de la moitié de mon temps à faire mon travail de directeur d'unité que de chercheur. Oui, à proprement parler, ouais. D'accord. Donc voilà, pour me présenter. Après, j'ai une vie sociale aussi, j'ai 3 enfants. Oui, on peut en parler aussi, ça fait partie du... Je veux pas m'étaler, mais... Non, mais ça fait partie aussi des... Je pense que c'est important d'avoir une vie à côté, donc je pratique des sports de contact, par exemple. D'accord. Il y a plein de choses qui m'intéressent par ailleurs, mais c'est vrai que mon métier, surtout quand on est directeur d'unité, ça prend beaucoup de temps. Ça prend du temps, oui, d'accord. Il faut passer quelques week-ends là-dedans. Oui, j'imagine bien que y a parfois des sacrifices à faire, ou en tout cas on n'est pas il n'y a pas cette notion de 35 heures ou c'est un peu plus quoi. Alors la prochaine question que j'ai à te poser, c'est d'où es-tu originaire ? Alors bon, moi je le sais, puis à ton accent on se rend bien compte que tu n'es probablement pas de la Lorraine. Effectivement, alors paraît-il que j'ai perdu un peu de mon accent quand même. D'accord. C'était pire avant. D'accord. Et j'espère que ça ne sera pas trop problématique à l'écoute du podcast. Non, c'est très très bien. Donc du coup, oui, je viens du sud-ouest. Alors, j'ai pas mal déménagé dans le grand sud-ouest au gré des mutations de mon père. D'accord. Mais en gros, j'ai atterri, c'était autour de Toulouse. Oui, d'accord. À Toulouse, c'est là où j'ai fait mes études. J'ai fait toutes mes études d'économie à Toulouse, à l'université de Toulouse, qui s'appelle maintenant Toulouse School of Economics. Oui, justement, j'allais te poser la question. Oui. Voilà, où j'ai côtoyé ces grands noms, dont le prix Nobel. Alors, j'ai pas eu la chance de l'avoir, Jean Tirole, de l'avoir en cours, mais j'ai eu Jean-Jacques Lafont, qui, je pense, s'il n'était pas décédé, aurait partagé ce prix avec Jean Tirole. Jean Tirole a fait beaucoup de choses, mais ils étaient d'abord reconnus pour la théorie de la régulation des incitations sur les asymétries d'information. Et donc ils ont ouvert un champ énorme et ils ont modélisé des comportements qui ne pouvaient pas être modélisés avec des théories classiques auparavant. Donc du coup, tu as fait des études, j'imagine, strictement d'économie, un cursus classique d'économie, ou tu as un parcours un peu... Oui. Moi, dès le départ, c'était l'université. Bon, alors peut-être que j'avais peut-être pas le niveau pour faire des classes préparatoires ou autre comme ça, mais en tout cas, voilà. Bon, alors exactement, c'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est que Toulouse, c'est aussi c'est l'aéronautique. Oui. Et donc moi j'étais intéressé par ça. J'ai commencé par faire ça, puis je me suis rendu compte que c'était pas du tout ça. Plaisir, et donc tout d'un coup, en discutant avec mon père, il m'a dit Sciences Éco, ça me parlait bien parce que je m'intéressais aux actualités économiques, à la politique, et du coup je me suis lancé dans ça. Et puis c'est super parce que j'ai eu des super profs qui ont su me convaincre très tôt, dès la première, deuxième année, que la recherche en économie, ça pouvait être vraiment un sujet qui t'intéresse. Très sympa. Ok. Du coup, je suis passé sur les mêmes bancs que toi, peut-être quelques décennies après, à Toulouse aussi. Donc du coup, j'allais te demander qu'est-ce qui t'a fait devenir économiste, mais manifestement, c'était...
Habituellement, j'oriente la question, est-ce que c'était une vocation ou est-ce que c'était par hasard, mais j'ai l'impression que dans ton cas, c'est un peu les deux. C'est-à-dire qu'il y avait déjà quelque chose qui t'intéressait, et puis le hasard a fait que... Il y avait quelque chose qui m'intéressait, voilà, l'actualité économique, politique, la finance, un peu tout ça. Mais c'était pas la voie que j'avais pris, et puis j'y suis retourné assez naturellement. D'accord. Du coup, c'est la dernière question que j'ai dans cette partie. Est-ce que si tu avais un conseil pour quelqu'un qui souhaitait étudier l'économie, Eh bien, comme j'ai un peu dit tout à l'heure, l'économie, c'est une science, donc c'est une science qui est basée sur la modélisation. Alors pourquoi c'est basé sur la modélisation ? Ça peut être aussi une question intéressante. C'est basé sur la modélisation parce qu'en fait, alors je ne voudrais pas dire que la science économique est une science encore plus difficile, mais j'ai envie de le dire quand même, que les autres sciences. Pourquoi ? Parce que on étudie les comportements des agents économiques, des consommateurs, des producteurs, de l'État, des groupes de pression, etc. Et c'est pas facile parce que c'est des agents qui ont une intelligence et qui réagissent quand on met une politique publique, qui essaient de l'éviter, de l'esquiver. Et donc c'est très difficile. Et donc ça me paraît difficile d'étudier des effets économiques. Souvent on se contente de regarder les effets directs, mais il y a plein d'effets indirects et c'est très très compliqué. Donc ça me paraît difficile de faire ça sans vraiment poser proprement avec un modèle les équations du problème. Et donc ce qui me fait dire qu'il faut quand même avoir de bonnes compétences en mathématiques. Donc c'est un peu le passage obligé. Mais pas seulement, parce que quelquefois on fait des maths et puis on oublie ce qu'on cherche. Donc il faut savoir donner les bonnes interprétations et il faut quand même avoir... avoir un petit peu des idées sur comment se comportent les gens. Pour donner du sens aux équations, et à ce qu'on tire des équations. C'est très important. Et donc, il faut quand même avoir une appétence pour l'économie, la politique, pour ces choses. L'économie politique, c'est quand même... quand je parle de politique, je parle de politique publique. L'intervention de l'État pour réguler la société. Donc, c'est assez lié. Et voilà, il faut quand même, dès le départ, s'intéresser à des choses comme ça. Ok, très bien. Du coup, maintenant, on va passer à la deuxième partie, sur la science économique en général. Donc là, pareil, j'ai une sempiternelle question que je pose à tous mes invités là-dessus. C'est, pour toi, qu'est-ce que l'économie ? Comment est-ce que tu définirais l'économie ? J'ai commencé à en parler un petit peu. C'est vraiment l'étude du comportement individuel des agents économiques, mais pas seulement. Et ça, c'est important de le dire. On étudie aussi les comportements sociaux. Et souvent, on laisse ça trop aux sociologues, qui le font très bien. Ils travaillent sur les groupes sociaux avec leurs méthodes, leur approche. Mais depuis les théories néoclassiques, on a introduit plein de choses. Et les interactions sociales sont des choses qui sont très importantes. Et puis, sans parler que des comportements un peu psychologiques. Donc, on a emprunté pas mal de choses aux sciences psychologiques. On fait maintenant de l'économie comportementale. Donc, c'est difficile de le définir comme ça, mais c'est vraiment l'étude d'un comportement des individus, mais pas seulement des individus qui... D'accord, dans un contexte social, sociologique, etc. D'accord. Oui. Ok. Je pense que ça me semble. Ça marche. Et du coup, donc, je l'ai un petit peu expliqué en introduction, ton domaine de recherche, c'est donc l'économie de l'environnement. Et si je dis pas de bêtises, c'était aussi plutôt un économètre, enfin un économiste appliqué, donc qui utilise en fait des outils statistiques pour faire de la recherche. Ouais, c'est ça. Donc oui, quand je me définis, alors là, dans le milieu de la recherche, je suis économiste de l'environnement et des ressources naturelles. Bon, c'est vrai, depuis que je suis arrivé au LEF, je travaille spécifiquement sur la forêt. Donc c'est mon domaine d'application, mais on retrouve tous les problèmes environnementaux et de ressources qu'on peut retrouver en travaillant sur l'eau, avec des spécificités bien sûr. Okay. Mais voilà, c'est un écosystème particulier, comme l'est aussi l'agriculture, et avec des services qui, j'en parlerai un peu plus tard, qu'il faut évaluer. Mais si j'ai, avant de venir à ma deuxième
ma deuxième compétence d'économètre. Oui. Si j'ai à définir l'économie de l'environnement, c'est important. À quoi sert l'économie de l'environnement? L'économie, c'est tout un ensemble d'activités de production et de consommation, mais qui génèrent des problèmes environnementaux et de ressources. C'est-à-dire que les ressources ne sont pas toutes non renouvelables, donc il faut le gérer, il faut les gérer en conséquence. Et puis ces activités, ça engendre des perturbations, pour ne pas dire souvent des grosses dégradations dans l'environnement. Oui, des donc externalités en fait. Des externalités, voilà, oui. c'est ça. On en reparlera peut-être un peu tout à l'heure. Donc en fait, l'économie de l'environnement essaie de traiter ces questions-là. C'est comment on trouve un équilibre entre les activités de l'homme et l'environnement dans lequel il évolue. D'accord. Oui, je suis aussi économètre. Alors, économètre appliqué, à quoi sert l'économétrie? Alors, un économètre appliqué, il faut pas trop le séparer de l'économiste. Un bon économètre appliqué doit savoir oui, c'est un bon économiste aussi, doit être un bon économiste, normalement. Et donc, il est là pour valider un petit peu les hypothèses ou les résultats qu'on est censé trouver dans les modèles théoriques. Donc, on se base sur des données, la plupart du temps collectées sur le terrain, mais ça peut être aussi des données expérimentales. Et donc là, on essaie de retranscrire les équations mathématiques en équations stochastiques qu'on peut estimer, donc, et qui permettent vraiment de voir si une telle variable ou un facteur socio-démographique a un impact sur, je dis pas, sur une pollution, ou bien une politique publique a un impact sur une diminution de pollution, des choses comme ça. Mais moi je peux rajouter... Oui, vas-y, si tu veux rajouter quelque chose. Donc si je reviens sur les problèmes principaux qui touchent l'environnement, c'est ce dont tu as parlé tout à l'heure, c'est principalement des externalités, des problèmes d'externalité. C'est quoi des externalités? C'est des effets finalement indirects créés par le comportement involontaire, le comportement de production et de consommation, ça qui est bien volontaire, mais qui produit des effets involontaires. Le problème, c'est que ces effets involontaires, ils passent pas par le marché. Donc, quand on dit ça passe pas par le marché, ça veut dire qu'il n'y a pas de prix. Et le prix, c'est important. Alors, ça pose beaucoup de problèmes à l'économiste parce que le prix, c'est quand même le signal le plus important de l'efficacité, de la rareté d'une ressource, quelle qu'elle soit. Et donc qu'est-ce qu'essaie de faire l'économiste de l'environnement? Bon, c'est très résumé, mais en fait, il essaie d'intégrer cette externalité, parce que quand elle est négative, elle crée un coût pour la société, et donc du coup on ne le prend pas en compte, et donc cette externalité, donc je vais prendre l'exemple de la pollution, elle est produite en quantité trop importante. Donc on essaie de prendre en compte les vrais coûts, les coûts sociaux, pour réduire cette pollution. Et on n'en parle pas assez, c'est aussi, il y a des externalités positives. Ça, au contraire, l'activité humaine peut créer des externalités positives, parce que, les exemples que je prends quand je donne des cours là-dessus, c'est quand je fleuris mon jardin, finalement mon voisin il en profite par la beauté de mon jardin, et donc finalement... on crée souvent des externalités positives en quantité insuffisante, parce que mon voisin il n'a pas accès comme moi à cette externalité positive. Et donc là aussi il faut comment on fait pour intégrer ce comportement, ces externalités, pour qu'elles soient produites en quantité optimale, comme c'est notre référence, l'optimum de Pareto. La deuxième chose importante, c'est les biens publics, parce que l'environnement et les services qui en découlent, les services environnementaux, ne sont pas des biens comme les autres, des biens privés qui s'échangent sur le marché. C'est encore, on a un problème d'absence de marché, donc avec des caractéristiques particulières. Et je ne veux peut-être pas rentrer dans les détails de non-exclusion, si tu veux, de non-rivalité. Si tu veux, oui, c'est en fait,
Alors, donc je vais rentrer dans les détails. Voilà, rentrons dans les détails. Un bien public est défini par deux propriétés importantes, la non-rivalité et la non-exclusion. La non-rivalité, ça veut dire que on peut consommer, là nous tous les deux en ce moment on est en train de consommer le même air là, dans cette pièce. Et pourtant, voilà, je ne suis pas en train de te piquer de l'air. Oui, on peut c'est assez aéré pour qu'on n'ait pas de problème. Donc on peut consommer tous les deux. Il y aurait une troisième personne, etc. Et il n'y aurait pas de problème. Alors qu'un plat de pâtes, par exemple, si je le mange, tu peux pas le manger. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, ou une pomme, ce que tu veux, oui. des choses qui peuvent être consommées, qu'on peut comprendre assez facilement. Ça, c'est la non-rivalité. La non-exclusion, c'est le fait qu'on ne peut pas et on n'a pas intérêt de t'empêcher de consommer cet air. Sauf des cas très particuliers, voire psychotiques, donc ça on n'en parlera pas. Et donc du coup, il n'y a pas de prix, ça veut dire qu'on ne peut pas mettre une barrière à l'entrée pour consommer cet air, il y a plein de services environnementaux qui rentrent dans cette catégorie. Donc c'est des biens publics qui sont gratuits, et donc s'ils sont gratuits, apparemment on ne va pas trouver de producteurs, d'entreprises pour faciliter cette production. Et donc ça pose problème, et c'est là où l'État ou une autorité de régulation devrait intervenir. Alors bien public c'est le KSREM, mais on a aussi des biens rivaux mais non excludables qui sont très importants en environnement. Ça s'appelle les biens communs. D'accord. C'est-à-dire que par exemple l'eau dans notre pays, dans des conditions climatiques qui sont raisonnables, pas des conditions de sécheresse, on peut dire que c'est un bien public parce que c'est complètement renouvelable, la qualité il n'y a pas trop de problèmes de qualité, mais là encore c'est vraiment discutable parce que justement j'étudie les problèmes de mauvaise qualité de l'eau. Donc ce que je voulais dire, c'est que dans certains pays où l'eau est plus rare, ou dans certaines périodes où l'eau peut devenir rare ou de mauvaise qualité, là il y a vraiment des problèmes de biens communs où ça peut être distribué gratuitement, mais par contre il y a vraiment de la rivalité. Et donc là il faut traiter ce genre de problème. Et d'ailleurs, il y a une histoire, c'est un article de Hardin qui est bien connu, La tragédie des biens communs, qui explique que si on ne met pas de droit de propriété sur un bien commun comme une prairie, donc l'exemple des tragédies de droit commun, c'est une prairie où vont pâturer des moutons et elle est accessible à tous les bergers, on voit bien que l'herbe va être vite rare et même va disparaître. Et donc ça va poser des problèmes. Donc externalité négative, externalité positive, bien public, bien commun, ce sont vraiment... c'est de l'économie publique en fait. C'est vraiment des questions qui sont étudiées de façon principale par l'économiste de l'environnement. Et donc derrière ça, il faut avoir en tête l'air, les gaz à effet de serre, tout ça, ça rentre dans cette catégorie-là, les problèmes de changement climatique... qui sont encore plus prégnants parce que c'est des problématiques globales, donc encore plus difficiles à gérer. Donc voilà, ce sont toutes les choses qu'on étudie. D'accord. Est-ce que tu veux revenir un peu sur l'aspect économétrique ou empirique ? Non, je pourrais parler peut-être d'évaluation environnementale, mais... non, on peut en parler tout de suite. Voilà, c'est les domaines sur lesquels je travaille. Oui, parce que en gros, l'économie de l'environnement et l'économie appliquée, c'est des domaines assez vastes, mais ensuite, voilà. C'est un espèce de jeu d'entonnoir, quoi. On économise, puis après on économise de l'environnement, puis après on a des thématiques de recherche qui sont plus ou moins spécifiques. Donc les tiennes, du coup, c'est notamment l'évaluation. Alors. Oui, c'est une thématique que j'investigue pas mal. Pourquoi ? Parce qu'au départ, quand même, et c'est à l'INRA, ce qu'on nous demande, c'est comment on peut aider la décision publique, comment on peut aider à construire des politiques publiques, à évaluer leur efficacité. Et j'en ai parlé, les problèmes des services environnementaux, c'est comment on peut faire en sorte que
les propriétaires, alors souvent des propriétaires fonciers qui ont à gérer un écosystème, mais souvent, alors ça peut être un écosystème agricole ou un écosystème forestier, donc souvent pour vendre le produit de leur récolte, comment on fait pour leur faire prendre en compte le fait qu'en faisant ça, en gérant un tel écosystème, ils doivent aussi tenir compte des services environnementaux qui ne sont pas valorisés pour lui sur un marché, donc il n'en retire aucun bénéfice, mais par contre qui procurent un bénéfice énorme pour la société. Donc on nous pose des questions sur quelle politique publique on construit pour inciter les gens à tenir compte de ces services environnementaux. Et souvent, l'économiste, il a en tête des incitations monétaires. Voilà. On va récompenser celui qui fait des efforts pour fournir le service environnemental. Et cette récompense ou cette subvention, il faut la calculer par rapport à une référence. Et une façon de la calculer, c'est essayer de donner une valeur au service environnemental. Parce qu'il ne s'agit pas de distribuer de l'argent dès qu'il y a un moindre effort, il faut pondérer la quantité d'argent en fonction de l'effort. Il y a ça, il faut que ça soit efficace d'un point de vue des incitations, mais il y a toujours une contrainte budgétaire, donc on ne peut pas distribuer de l'argent comme ça. Mais en même temps, il faut faire en sorte qu'ils aient envie de participer au programme. Donc il y a toutes ces questions. Oui, parce que typiquement, si la subvention est trop faible, par rapport à l'effort que le propriétaire doit fournir, peut-être qu'il se dira ça vaut pas le coup et du coup. Voilà, surtout que nous on essaie, alors contrairement aux législateurs et aux juristes, de sortir des lois obligatoires qui sont pas efficaces, je pourrais y revenir, mais on essaie de faire en sorte que celui qui va faire l'effort, ça sera celui qui en aura envie, et donc il faut on est convaincu qu'il ne faut pas obliger, d'ailleurs il y a des règles, un propriétaire privé, la forêt, alors il faut avoir en tête que la forêt en France est possédée à 75% par les propriétaires privés. Donc être propriétaire en France, ça veut dire quelque chose, donc on ne peut pas imposer n'importe quoi aux propriétaires. Donc on essaie de faire en sorte que ça soit une relation contractuelle entre une autorité publique et le propriétaire, et que cette relation contractuelle soit volontaire. Donc ça, c'est important. D'accord. Et pour que ça soit volontaire, il faut donner envie aux propriétaires de participer au programme, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc il faut que ça rembourse au minimum ses coûts. D'accord. Et donc ça, c'est pas évident. Et en même temps, il faudrait en même temps prendre en compte le bénéfice social. Et donc là, on essaie aussi à la fois évaluer les coûts de l'effort pour le propriétaire, mais aussi le bénéfice pour les usagers, pour la société. Donc l'évaluation des biens et services environnementaux, ça consiste à ça. En gros, alors je veux pas trop m'étendre, mais je pourrais d'ailleurs sur les paiements pour services environnementaux. En gros, il faut essayer de couvrir les coûts d'opportunité. Alors qu'est-ce que c'est les coûts d'opportunité ? Les coûts d'opportunité, c'est le bénéfice perdu par le propriétaire si finalement il fait des efforts pour produire plus de services environnementaux en contrepartie de produire moins de biens marchands. Mais qui va vendre sur le marché, faire un bénéfice dessus. Ouais. Et donc il faut essayer de couvrir ces coûts d'opportunité. Et si au moins ces coûts sont couverts, le propriétaire verra bien que c'est rentable pour lui de participer au programme de conservation. Alors ça peut être un programme de conservation de la biodiversité, ça peut être un programme pour la protection de l'eau, en appliquant des mesures particulières, etc. Donc l'évaluation environnementale, c'est important. Pour le design des politiques publiques. Alors le problème, c'est que ça suscite des controverses, parce que quand on discute avec les écologistes ou même avec des chercheurs écologues, ils ont du mal à consentir qu'on veut mettre un prix sur l'environnement, et c'est vraiment alors il y a énormément de littérature sur l'évaluation environnementale,
Mais on sent de plus en plus une opposition au fait, parce qu'on est passé plus loin. Hein. Du coup, on a des valeurs, donc du coup, il y a des banques qui permettent de financer des projets, etc. Et donc, évidemment, dès que les banques, on voit que les marchés financiers se mêlent un petit peu de l'environnement, enfin, évidemment. En tout cas, on peut peut-être comprendre un petit peu les réticences des gens. Mais voilà, il y a des levées de boucliers souvent assez importants. Comme quoi la nature n'a pas de prix. Voilà, comme on dit longtemps que la vie humaine n'a pas de prix. Alors, là aussi, il y a une valeur statistique de la vie qui permet justement d'arbitrer entre des problèmes de santé, etc. Donc ça, c'est un débat difficile en ce moment. Les gens n'aiment pas qu'on mette une valeur. Souvent, on la trouve trop faible quand on donne une valeur à la biodiversité ou à la protection de l'eau, etc. Est-ce que tu as l'impression que... est-ce que tu es optimiste pour l'avenir sur l'acceptabilité de mettre du financier, du monétaire sur la oui la et nature, non. Alors, de nature, je ne suis pas pessimiste. Ouais. Donc, on voit effectivement qu'il y a des lobbies qui travaillent contre ça. Mais on voit aussi que ça se met beaucoup bien en place. Et qu'il y a des résultats plutôt positifs. On a depuis longtemps des processus REDD, c'est des processus de paiement pour lutter contre la déforestation dans les pays tropicaux qui ont eu à faire face à de gros problèmes de déforestation. On a vu qu'en mettant en place des financements particuliers, souvent des financements volontaires, et sans contrepartie de certains pays, on a vu que ça avait des effets positifs. Donc voilà. De notre côté, moi j'ai discuté souvent avec des personnes qui n'étaient pas trop pour ces approches d'évaluation monétaire des services environnementaux. Et ils concèdent que pour traiter des problèmes de grosse pollution ponctuelle comme des pétroliers qui échouent, etc., maintenant, quand on va devant une cour pénale ou une cour, en tout cas, qui permet de régler ces conflits, amener des chiffres pour dédommager les gens, pour reconstruire un écosystème et tout ça, ça a quand même son importance et ça permet de régler les problèmes plus vite. Ok. Du coup, il y a un truc que tu as dit un peu plus tôt qui m'intéresse. Alors, c'était pas au programme, mais c'est quand même un point intéressant sur conflit, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas, il y a quand même une opposition d'une certaine manière entre l'approche législative classique française qui consiste à légiférer sans forcément regarder si les lois sont véritablement implémentées, alors que du coup, l'approche économique de la valorisation, c'est plutôt en fait on oblige entre guillemets pas les gens à faire quelque chose, mais en fait on va leur donner envie ou les inciter. Enfin, je voulais pas utiliser ce terme-là, mais on va les inciter en fait à faire quelque chose, quoi. Oui, ce qu'il faut faire comprendre aux gens, c'est que la loi s'applique de la même façon, sauf à quelques exceptions très rares, de la même façon à tout le monde. Et c'est en ce sens qu'elle est complètement efficace, parce que les gens sont différents. C'est comme si je disais, on voit que ça pose vraiment des problèmes. Si je dis aujourd'hui, il y a trop de pollution d'ozone, il faut interdire la voiture à tout le monde, il y a des gens qui doivent travailler, il y a des gens qui doivent se déplacer, ça va leur poser de vrais problèmes. Pourquoi ? Parce que les modes de transport substituts ne sont pas en place. Pour cette raison, on préfère l'outil économique qui est plus flexible et qui prend en compte l'hétérogénéité à la fois des préférences et des coûts que supportent les gens. Et ça, d'après moi, c'est le problème principal pour régler les problèmes environnementaux. Tant qu'on ne comprend pas qu'il faut accepter que certaines personnes polluent un peu parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Par contre, il y en a qui polluent et qui peuvent faire autrement. Et donc, du coup, il doit y avoir des échanges. L'économie, ça fonctionne comme ça. Des échanges entre ces personnes-là. Et on arrivera à un résultat vraiment très, très performant
de la même façon, enfin même de façon bien meilleure, et plus efficace, plutôt que d'imposer une loi à tout le monde qui crée des crispations et qui pénalise gravement certaines personnes. Une partie de la population, ouais. Donc ce qui est important, c'est l'incitation. Et donc il faut une incitation qui s'adapte à chaque personne. Oui. Et plus généralement, c'est le problème des incitations. Il faut à la fois qu'elles soient assez importantes pour que les gens aient envie de participer au programme, et à la fois, il faut avoir des incitations qui s'adaptent aux gens. Alors souvent, il y a évidemment le revers de la médaille, c'est que les gens vont essayer de se faire sursubventionner, en fait. Oui. C'est-à-dire, alors c'est pas forcément qu'ils vont mentir, tricher, mais quand il va falloir évaluer leur coût d'opportunité, on a tous tendance à faire ça, on ne veut pas se tromper, donc on a tendance à surestimer un petit peu les coûts. Oui. Et donc il faut inciter les gens à faire des efforts déjà pour donner leur vraie valeur. Oui. Et donc ça, je parlais tout à l'heure de Lafon et Tirole, ça c'est tout le travail qu'ils ont fait à partir de quelques observables, comment on construit un contrat incitatif qui permet de corriger ce problème d'information. C'est-à-dire que là, on veut inciter une personne, le propriétaire, qui connaît parfaitement ses coûts, mais moi, l'autorité publique, qui veut lui faire le meilleur effort, je ne connais pas ses coûts. Donc voilà, il faut utiliser des choses qu'on peut observer facilement pour lui faire révéler ses vrais coûts, pour pas que ça coûte trop cher à la société. Pour un niveau d'efficacité qu'on pourrait atteindre en dépensant moins, en fait. Voilà, exactement. Okay. Du coup, on va passer directement au papier, je pense au papier que tu m'as proposé. Oui, ce qui est bien. Donc un papier qui a été publié en 2013 dans Ecological Economics, copublié avec, je pense que je vais écorcher son nom. Yann Sabiltrup. Voilà, merci. Qui est un chercheur au laboratoire d'économie forestière et qui est d'origine danoise. D'accord. Et qui est avec nous depuis presque 10 ans. D'accord. Et du coup avec Anne Stenger, qui était aussi au LEF, qui est au bêta maintenant, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Donc le titre de ce papier, c'est The Effect of Forest Land Use on the Cost of Drinking Water Supply, a Spatial Econometric Analysis. Donc du coup Oui, si je peux apporter je t'en prie. Une information supplémentaire. En fait, on a un gros projet sur l'eau et les usages du sol, l'eau et la forêt, et les problèmes de protection de la qualité de l'eau. Et en fait, j'ai plusieurs papiers, j'ai 3 papiers qui ont été publiés, et celui-là, il me semblait que c'était à la fois celui qui avait la méthodologie la plus développée, qui a intégré les problèmes spatiaux, etc., et à la fois celui qui posait bien les problèmes qu'il y a entre différents usages de sol, les changements d'usage de sol. Alors, l'usage de sol, c'est quoi ? C'est comment on l'utilise. Est-ce qu'on a un usage agricole, forestier, urbain ou complètement naturel, les sols. Donc j'ai choisi celui-là, mais il y en a d'autres. C'est un projet qui est encore en cours. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'au LEF, on a mis en œuvre une nouvelle méthode qui permet, d'après nous, de bien évaluer l'impact des différents usages de sol sur la qualité de l'eau. Alors ça, il y a plusieurs choses. Oui, vas-y. L'objectif, c'est, alors tout à l'heure je parlais des paiements de services environnementaux. Donc on a besoin d'évaluer un petit peu les différents services environnementaux qui sont produits par les écosystèmes. Bon. Tout le monde a une idée assez claire sur le fait que l'agriculture est polluante et que la forêt, on peut imaginer. Je pense que les gens imaginent qu'on ne met pas beaucoup de pesticides, même si ça peut arriver, ni d'engrais dans la forêt. Donc, par nature, la forêt est beaucoup moins polluante que l'eau. Que l'agriculture. Et que d'autres usages que la ville. Oui, que l'urbanisation. Évidemment. Donc en fait, l'idée c'est comment on arrive à faire en sorte que certains usages polluants le soient moins,
Et donc toujours, quand on réfléchit au petit public qu'on va mettre en place, et peut-être au paiement incitatif qu'on va proposer, il faut avoir une idée de la valeur des services que fournissent les différents écosystèmes. Et c'est un peu ça même c'est tout à fait ça qu'on a voulu faire. Et le problème, c'est que évaluer le service rendu par les écosystèmes ou par les usages du sol sur la qualité de l'eau, c'est pas si facile que ça. Pourquoi ? Parce que l'eau, il y a de l'eau en surface, les rivières, les fleuves, etc., les ruisseaux, les lacs, mais il y a aussi l'eau souterraine. D'accord. Et pour vérifier la qualité de l'eau, c'est quand même assez compliqué. Et surtout que les pollutions sont pour la plupart du temps des pollutions diffuses, donc ça veut dire qu'on n'est pas capable de savoir précisément qui c'est qui a pollué et dans quelle mesure. Donc c'est des choses très compliquées. Et en plus, l'eau, ça circule. Donc si on fait une pollution en amont, elle va se retrouver en aval. C'est où que ça a commencé ? Quand cette pollution est diffuse, c'est très compliqué. Donc à la fois, il fallait trouver une façon de donner un prix ou au moins une valeur monétaire à ce service, et à la fois il fallait prendre des problèmes de processus écologiques. Et l'économiste de l'environnement, de plus en plus, il a travaillé sur d'autres sciences, alors évidemment avec d'autres des scientifiques spécialisés dans leur discipline, et il a intégré ces problèmes écologiques. Donc c'était un problème assez compliqué. Et ce qui était compliqué, c'était de trouver un marché ou un système donc, pour valoriser ce service. Et donc nous, on a pensé que passer par le marché de distribution de l'eau potable, c'est-à-dire l'eau qu'on a à notre robinet, il y a des prix, surtout en France maintenant, qui sont normalement bien calqués au coût de production. D'accord. Et donc on s'est dit, voilà, si on arrive à isoler le coût de traitement de l'eau, alors je vais revenir là-dessus parce que ce n'est pas uniquement le coût de traitement, c'est beaucoup plus compliqué. Si on arrive à savoir un usage de sol, ça coûte tant en traitement d'eau pour la rendre potable, un autre usage ça coûte tant, et si on arrive à calculer ces différentiels, on sera capable de donner une valeur au service ou à l'externalité positive qui est fournie par la forêt, par exemple, ou par un usage de sol non polluant. Okay. Donc c'est ce qu'on a fait. Et donc du coup, avec des données de prix de l'eau ou des données de coût, on arrive, bien sûr, en mettant alors c'est un travail d'évaluation, mais un travail très économétrique, en mettant vraiment tous les facteurs de contrôle qui sont importants, c'est-à-dire que le prix, il diffère d'un service à l'autre parce que le service a ses spécificités, parce qu'on a un nombre d'usagers à fournir qui est important. Oui, d'une ville à l'autre, les caractéristiques sont ça peut être d'ailleurs, tu parles d'une ville, mais ça peut être aussi un service très, très rural, c'est-à-dire des campagnes qu'il faut aller... En France, pratiquement tous les habitants sont distribués en eau potable, sauf des gens vraiment très, très, très isolés. Mais c'est 99% de la population qui est desservie. Donc ça veut dire qu'on dessert aussi des gens qui sont très compliqués à atteindre. Donc il faut prendre en compte ça, parce que c'est très coûteux. Quelqu'un qu'il fallait chercher dans la montagne loin, par rapport à quelqu'un qui est au milieu d'autres personnes dans une ville où c'est un peu plus facile, même s'il y a d'autres problèmes, de construire un réseau et de lui fournir de l'eau potable. Donc il y a ces choses à prendre en compte. Il y a aussi à prendre en compte le fait que les services, les villes entre elles peuvent puiser dans le même aquifère, c'est-à-dire c'est une source d'eau profonde souterraine, ou la même rivière. Et donc du coup, il faut savoir un petit peu voir s'il n'y a pas de concurrence sur la quantité, sur la qualité, si du coup ça ne va pas provoquer des spillovers négatifs. Enfin, en tout cas, ça va produire des impacts négatifs sur le comportement de gestionnaire de l'autre service. Donc, il y a plein de choses à prendre en compte. Et comme j'ai dit tout à l'heure,
Voilà, on a aussi à prendre en compte l'aspect processus écologique, c'est-à-dire qu'on a des zones forestières, on a des zones agricoles, mais c'est pas parce qu'il y a la pollution sous l'agriculture qu'après elle s'étend pas ailleurs et que l'effet ne se fait pas ressentir ailleurs. Donc ça, il faut le prendre en compte. Donc on voit qu'il y a des problèmes d'échelle spatiale à prendre en compte, et c'est pour ça qu'on a mis en œuvre des techniques d'économétrie spatiale, c'est-à-dire qui prend en compte le fait que les services sont voisins, qu'ils interagissent entre eux, et que en même temps, les usages agricoles, forestiers, urbains se côtoient aussi, et que le processus est compliqué, et qu'il faut prendre en compte ces aspects de diffusion, etc. Donc c'était assez compliqué, et voilà, on pense qu'on a mis en œuvre des techniques et des modèles qui permettent de prendre en compte pas mal de ces différents problèmes. Donc du coup, tout à l'heure, tu parlais que le LEF avait essayé de mettre en place un nouvel outil, c'est cet outil-là dont c'est ça. Dont tu parlais, ouais. C'est ça, parce que dans la littérature, il y avait très peu de choses qui avaient été faites jusqu'à présent, et les valeurs qu'on trouvait, c'était plutôt de l'ingénierie économique, c'est-à-dire qu'on essayait de calculer des coûts comme ça, et c'était très approximatif. D'accord. Tandis qu'on pense que nous, on arrive à vraiment estimer vraiment la partie du service rendu par les usages du sol, et en particulier l'effet bénéfique de la forêt par rapport à d'autres usages. D'accord. Du coup, ça fait un peu la transition avec la question suivante, qui était un peu sur les résultats de votre investigation empirique. Et du coup, j'ai envie de la poser sous l'angle de... dans quelle mesure... En gros, est-ce que tu as une idée des coûts de la valeur qui était trouvée par les techniques ingéniériques, un petit peu on grattait la surface, et vous, est-ce que vous trouvez vraiment quelque chose de très différent par rapport à ce qui a été trouvé avant? Alors on avait des valeurs très faibles jusqu'à présent. Bon, après il n'y avait pas beaucoup d'études encore, mais les valeurs étaient assez faibles, et elles n'étaient pas exprimées comme nous on l'exprime. On est capable de donner une valeur pour un hectare de forêt. D'accord. Et d'ailleurs, nous, on avait commencé par une étude où on ne prenait pas en compte les aspects spatiaux. Et donc là, on a vu la différence. Notre première étude, qui était assez... c'est un modèle bioéconomique qui prenait à la fois des problèmes écologiques assez classiques, c'est-à-dire on essayait de voir l'impact des usages de sol, y compris le nombre de vaches par hectare, etc., sur des indicateurs de qualité de l'eau. Ça, on a réussi à les réunir. Et les problèmes principaux, même s'il n'y a pas que ça, c'est les problèmes de pesticides, les problèmes de nitrates dans l'eau. Et donc on arrivait bien à évaluer ça. Le problème, c'est qu'on avait des valeurs qui étaient importantes, puisque au départ, les premières estimations qu'on a fait, on arrivait à dire que c'était entre 20 et 30 euros la valeur que fournissait un hectare de forêt. D'accord. Mais on s'est rendu compte qu'en intégrant les effets spatiaux, c'est-à-dire en prenant en compte correctement le processus écologique et le fait qu'il y avait ces aspects de diffusion, on arrivait vraiment à des valeurs beaucoup plus importantes. Donc, ce qu'il faut avoir aussi en tête, c'est que la valeur qui est d'un service qui est produit par un écosystème particulier, comme la forêt, il faut toujours la comparer par rapport à notre usage du sol. Donc là où il est le plus important, c'est quand on oppose la forêt par rapport à l'agriculture conventionnelle qui utilise pas mal encore de pesticides et d'engrais. Et on a vu que la valeur d'un hectare, c'était important, puisque, je prends mes notes, c'est 140 euros. D'accord. 140 euros, donc c'est très important. Ouais, c'est conséquent. Ouais. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est allé un peu plus loin, parce qu'on s'est posé la question, est-ce que finalement c'est vraiment une valeur de la forêt, d'un service fourni par la forêt, ou si c'est juste la forêt qui remplace l'agriculture? C'est-à-dire l'agriculture est polluante, mais si l'agriculture n'était pas polluante, finalement, est-ce qu'elle fournirait le même service? On est allé plus loin, puisqu'on a comparé le service rendu par la forêt par rapport à un autre usage du sol qui était jugé non polluant. D'accord. Et là, on voit que la forêt a encore une valeur moindre, puisque ça descend en dessous de 100 euros, mais une valeur très importante. Ce qui montre
ce que les écologues ont montré depuis un petit moment, c'est que la forêt, en plus de remplacer un usage polluant, elle a un effet de purification par le système racinaire, par des choses comme ça. Et donc là, on arrive à mettre vraiment des valeurs différenciées par rapport à des usages de sol qui peuvent être polluants ou non polluants. Ensuite, je voudrais revenir sur la méthode. Ce qui est important, je l'ai un peu évoqué, mais ce n'était pas très précis, c'est qu'il ne suffit pas d'estimer les coûts de traitement. Parce qu'il faut bien avoir en tête que le gestionnaire de service il est soumis à des contraintes quand il va puiser son eau dans les ressources naturelles. C'est qu'il peut avoir aussi des contraintes de fait qu'une ressource s'épuise et il peut décider de changer de ressource. Donc en fait, il ne suffit pas d'évaluer les coûts de traitement, il faut aussi évaluer les coûts de ressources alternatives. D'accord. Et donc ça peut être très coûteux d'aller chercher de l'eau beaucoup plus éloignée, parce qu'on cherche de l'eau propre sous la forêt, des choses comme ça. Donc c'est toujours... il faut garder en tête ce qu'on cherche, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Ce qu'on cherche à voir, c'est toujours le marché. Derrière le marché de l'eau potable, il y a un comportement d'un gestionnaire. Et le gestionnaire, il essaie de trouver l'eau où elle est la plus abondante et de meilleure qualité. Et donc, il est toujours en train d'arbitrer, est-ce que je vais loin la chercher pour avoir de l'eau propre, ou est-ce que je vais mettre en œuvre des systèmes de potabilisation coûteux pour une eau qui est plus proche. Sans compter qu'il a des contraintes maintenant nouvelles, c'est-à-dire qu'il ne peut pas puiser de l'eau n'importe où. Si l'eau, la ressource naturelle n'est pas assez de bonne qualité, d'accord. Alors il ne peut pas, il peut pas puiser là-dedans. D'accord. Donc voilà, c'est toutes ces choses qu'on essaie de prendre en compte. Ok. Bon, c'est très intéressant. Bon, évidemment, comme d'habitude, je mettrai le lien vers l'article et une version aussi working paper qui serait disponible, j'imagine, gratuitement, enfin pour les personnes qui n'ont pas accès aux versions avec les paywalls. Moi, je trouve que c'est vraiment intéressant. Je crois que t'es peut-être l'un des premiers invités à vraiment avoir enfin, quoique non, il y en avait peut-être un autre, mais non, c'était de l'économie expérimentale. T'es vraiment le premier à avoir une approche empirique dans l'émission. Et du coup, on voit vraiment que l'économie, ça permet aussi de quantifier. Enfin, c'est pas juste une science de relations qualitatives, il y a aussi un aspect quantitatif. C'est important. Et on a à faire face à plein de problèmes dont je ne parle pas ici, qui sont un peu compliqués, des problèmes d'endogénéité. Ça veut dire qu'on a des fois des contraintes qui tombent du ciel, et ça arrange l'économètre, parce qu'il y a des hypothèses pour utiliser des méthodes d'estimation qui sont importantes pour que ces méthodes d'estimation produisent des estimations sans biais. Mais des fois, et la plupart du temps, les variables elles sont issues de décisions d'agents économiques. Et donc du coup, il faut prendre en compte toutes ces interrelations entre les agents, et ça devient très compliqué. D'ailleurs, je crois que bon, là, tu es certainement beaucoup mieux placé que moi pour le dire, mais j'ai le sentiment que l'économétrie c'est quand même un peu particulier dans le champ des statistiques appliquées, quoi, par rapport à dans d'autres disciplines scientifiques. Il y a vraiment des outils et puis une manière de réfléchir qui est spécifique en fait à l'économiste en fait. Oui, parce que je pense qu'il y a des problèmes de causalité qu'il faut pas louper, qu'on n'a peut-être pas forcément dans les autres disciplines, mais je veux pas dire des choses dont je suis pas sûr. Mais ce dont je suis sûr, c'est que c'est l'économiste statisticien, donc l'économètre, qui a fait le plus avancer la science. Et d'ailleurs, maintenant, de plus en plus, les autres sciences, les écologues, les médecins, chercheurs, etc., se tournent vers les économètres pour leur emprunter leur méthode. Voilà. Parce qu'il ne s'agit pas que de mettre en évidence des corrélations, mais aussi d'aller chercher des causalités entre les variables. Des causalités, après, il y a des gros problèmes pour analyser l'impact d'une politique publique particulière, parce que on se demande toujours si l'effet qu'on observe, il est bien lié à la politique publique et pas à une autre, ou pas à un contexte particulier. Et ça, c'est des choses... alors là,
Donc du coup, je voudrais dire qu'on utilise de plus en plus des expérimentations qui sont utilisées par les biologistes, par les médecins, où il faut des groupes tests, des groupes de contrôle, etc. Mais l'économétrie, ça a toujours été ça, c'est intégrer le maximum de facteurs pour contrôler bien l'impact qu'on veut mettre en évidence et pour être sûr que c'est bien cette variable qui a un impact sur la variable qu'on veut chercher à expliquer. D'accord. Voilà, du coup ça sera un épisode j'ai envie de dire un peu d'introduction à l'économétrie dans l'émission. Je trouve que c'est très intéressant. En plus, moi, je suis pas du tout économètre. Disons, voilà, j'ai plus un profil de théoricien, donc c'est pas des sujets que je maîtrise forcément du bout des doigts. Et donc, pour finir, on a la citation. Alors, je sais pas si tu en as trouvé. Oui, bien sûr. J'ai hésité entre plusieurs, mais il y en a une que j'aime particulièrement. C'est une vieille citation de Chamfort, donc ça remonte au XVIIIe siècle, qui dit. Il y a parié que toute idée publique, toute convention reçue est une sottise car elle a convenu au plus grand nombre. Et je trouve que, en toute humilité, je trouve que ça s'applique bien à l'économie parce que souvent on a des idées reçues sur l'économie. Souvent parce que les gens sont en contact. Voilà, j'ai un exemple qui me vient à l'idée, c'est l'idée que l'euro a augmenté les prix. C'est totalement faux. Il n'y a pas besoin de faire des modèles économiques très compliqués pour le prouver. De simples statistiques le montrent. Mais les gens ont eu cette impression, et je pense ne pas me tromper en disant que 90% des gens pensent que l'euro a augmenté les prix. Alors c'est toujours difficile pour un économiste de parler de ça parce qu'on voit bien qu'on va tout de suite sur le terrain politique. Mais voilà, c'est ça que je voulais dire. Voilà, le problème, c'est que l'économie, c'est une science qui est compliquée, c'est une vraie science. Et souvent, on a l'impression qu'on est capable d'identifier par nous-mêmes des effets très simples, alors que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et souvent, notre perception est un peu faussée, même si je reviens sur l'exemple de l'euro, effectivement, il y a eu des arrondis au passage de l'euro en 2002. Voilà, il y a eu des effets qu'on a tous observés. Mais globalement, ce qu'on montre, c'est que l'augmentation de prix a été la même qu'avant, voire plus faible. Oui. Voilà. Dans les données, oui. Il y a aussi après les biais de confirmation où les gens vont voir les prix augmenter et du coup, avant les prix augmentaient, mais comme il n'y avait pas l'euro, on ne reliait pas ça à l'euro. Voilà, exactement. Donc c'est l'inflation. Et puis là, du coup, non, c'est pas l'inflation, c'est l'euro, alors qu'en fait, c'est la même inflation qu'il y avait avant. Enfin, c'est le même phénomène qui continue, mais simplement là, pour des raisons de biais de confirmation, on l'impute au passage à l'euro. Voilà, et exactement. Il y a plein d'exemples qu'on pourrait citer et qui nécessitent vraiment une étude, des études qui sont souvent très compliquées à mettre en œuvre. Quelquefois, on peut avoir des résultats contradictoires, mais voilà, la recherche, c'est quelque chose qui bouge toujours, et donc il faut toujours dire en l'état actuel des choses de la science. Jusqu'à preuve du contraire. Voilà. C'est ça. Et il faut faire confiance aux chercheurs. Oui. Bon, écoute, merci d'avoir accepté l'invitation dans cette émission. Je voudrais aussi en profiter pour te remercier parce que tu as été un des soutiens de la première heure de Passeur d'écho et maintenant de The Signal. Donc voilà, oui, c'est j'ai important. Trouvé cette initiative qui est très bien, d'un jeune doctorant qui n'a pas forcément plein de temps pour se consacrer à d'autres choses. Et je sais que c'est pas si lointain que ça, et je sais que déjà se concentrer sur un seul article à la fois, c'est compliqué. Donc après, tenir à jour aussi régulièrement un site comme ça, très intéressant, qui permet de vulgariser l'économie tout en étant très, très sérieux et très pointilleux, et en essayant vraiment de communiquer sa passion de l'économie et de la science économique. Donc je trouvais ça très bien. Voilà, donc merci à Serge pour son soutien. Quant à nous, là on va avoir du coup, il n'y aura pas d'épisode pendant cet été, mais je reviendrai à la rentrée. Alors je devrais peut-être pas vous le dire, mais j'ai quand même comme projet d'augmenter la fréquence de publication des épisodes dans les prochaines, à partir de la rentrée. Donc essayer d'en faire un par mois, peut-être davantage.
Je vais essayer de modifier un peu la logistique autour de la production des épisodes pour pouvoir vous en proposer davantage. Parce que c'est un contenu qui me plaît de réaliser et de diffuser ensuite. Et bon, voilà, compte tenu de ce que je peux voir dans les statistiques de fréquentation, j'ai l'impression que ça vous plaît aussi. Donc il n'y a pas de raison de s'arrêter en si bon chemin. Donc si vous voulez suivre, être informé des prochains épisodes de Carnet d'économiste, vous pouvez évidemment suivre The Signal sur les différents réseaux sociaux, donc Twitter, Facebook. Vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter, il y a les flux RSS également, pour les plus geeks, on va dire, d'entre vous. Et pour les podcasts en particulier, bon, il y a toute une déclinaison d'applications sur iTunes, Spreaker, etc., etc. Donc si vous utilisez une application un lecteur de podcast, il y a de fortes chances pour que Carnet d'économiste soit référencé dedans. Donc ça reste le moyen le plus efficace pour vous d'être informé de la sortie des nouveaux épisodes de Carnet d'économiste. Pour le reste, je me permets aussi de vous signaler que depuis quelques jours, si vous appréciez Carnet d'économiste, vous pouvez également faire des dons, donc des dons financiers, parce que mine de rien, ça coûte une certaine somme d'argent en fait, de produire un site comme The Signal et le podcast entre là-dedans. Donc si vous voulez m'aider à produire et à financer The Signal, donc vous pouvez donner, il suffit d'aller sur le site internet sur thesignal.info /soutenir et ensuite voilà, vous aurez un petit formulaire qui vous permettra de donner 1 euro, 5 euros, 10 euros. Tous les dons sont les bienvenus, il n'y a pas de petits dons, il n'y a que des dons utiles. En espérant qu'un jour The Signal réussisse à être autonome financièrement, mais enfin on n'en est quand même pas là. Voilà, donc tout ceci étant précisé, je vous souhaite à tous d'excellentes vacances d'été et je vous donne rendez-vous à la rentrée pour de nouveaux épisodes de Carnet d'économiste et peut-être aussi de nouveaux contenus car sait-on jamais, il y aura peut-être des petites surprises à la rentrée. Ciao!